bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Bernard Célie, je suis cardiopédiatre avec une activité congénitale, pédiatrique et adulte et une activité de cathé interventionnelle. Alors, on va parler un petit peu, on va essayer après une petite introduction qui va être un petit peu longue, mais essayer de vous mettre un petit peu à contribution sur pas mal de boucles d'écho pour que vous ayez un petit peu les orientations diagnostiques lorsque vous voyez des patients adultes avec une cardiopathie congénitale qu'on appelle aussi les GUCH pour Grown Up Congenital Heart. Il faut savoir que c'est une population qu'on dirait... On peut dire que c'est une population en voie de développement, puisque de plus en plus, on va avoir des patients avec des cardiopathies congénitales opérées ou non opérées. Et à La Réunion, la spécificité, c'est que très récemment, on a pu mettre en place la prise en charge interventionnelle sur place avec la chirurgie cardiaque, maintenant avec une autorisation qui a été validée en septembre 2022, des missions qui étaient faites auparavant. Et il y a plus de 20 ans, des patients, des enfants étaient envoyés en métropole et étaient opérés. Donc maintenant, ces patients sont devenus adultes et il faut continuer à les suivre et à les prendre en charge. Le parcours d'un enfant avec une cardiopathie congénitale va s'accompagner toute sa vie, au cours de sa vie familiale, lorsqu'il y aura une grossesse qui sera envisagée, la transition adolescent-adulte. Lorsqu'ils deviennent adultes, il y a une vraie collaboration à avoir avec vous, les cardiologues de ville, parce que ils vont être sujets aux mêmes complications, à savoir les maladies athéromateuses, les complications rythmiques. Donc c'est vraiment une collaboration entre les cardiologues de ville, les cardiologues de l'hôpital et également les cardiologues spécialisés en congénital pour les prises en charge de ces adultes. Alors l'histoire de la prise en charge des cardiopathies congénitales est intimement liée à celle de la chirurgie cardiaque et au cathé interventionnel. Je ne vais pas détailler tout ça, mais ça veut dire que chaque intervention a une spécificité de prise en charge et il sera très important de savoir quel type d'intervention a eu lieu pour les patients parce qu'il va y avoir des complications spécifiques et des lésions résiduelles spécifiques à rechercher. Donc dès qu'un enfant a été opéré, qui est devenu adulte, il est important qu'il rentre dans la filière de prise en charge des cardiopathies congénitales adultes. Alors, on va juste faire un petit point parce que je pense que c'est important sur la physiopathologie. Alors il y a des choses qui vont vous parler. Les obstacles gauche, avoir une cardiopathie cyanogène, tout ça, ça va vous parler. Et on a tendance, nous, à catégoriser les cardiopathies, soit est-ce qu'elles sont cyanogènes, soit est-ce qu'elles sont non cyanogènes. Si elles sont cyanogènes, est-ce qu'elles sont réparables à deux ventricules, est-ce que c'est des cardiopathies univentriculaires? On ne va pas détailler tout ça, si ce n'est la première partie qui est le gros de notre travail, à savoir les shunts. Alors souvent on pense, il y a un shunt, c'est quelque chose d'assez simple. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Pourquoi ? Parce que, pour nous, c'est ce qui va toucher le plus d'enfants. On va rater notre travail si on n'a pas réussi à diagnostiquer un shunt à temps, et un shunt important raté, ça grève vraiment énormément la vie de l'enfant, puisque opéré, il pourra avoir une vie quasiment normale. Non opéré, s'il y a une hypertension artérielle pulmonaire qui s'est installée, on va avoir une espérance de vie, une qualité de vie qui va être fortement diminuée. Quand on parle de shunt, il y a 3 points qui sont importants à mon avis. C'est le type de shunt. Et vous allez voir que pour les orientations diagnostiques à l'échographie que vous allez faire en ville, ça va avoir du sens. C'est de savoir est-ce que c'est un shunt qui est pré-tricuspidien, est-ce que c'est un shunt qui est post-tricuspidien, est-ce que c'est un shunt qui est complexe, en sachant que vous, quand vous allez voir les cardiopathies à l'âge adulte, évidemment les shunts post-tricuspidiens et les shunts complexes auront tendance à avoir une évolution importante et avec un stade de découverte qui va être plutôt trop tardif. Et les patients seront déjà en hypertension artérielle pulmonaire et probablement non opérables. À contrario des shunts pré-tricuspidiens où probablement, lorsque vous les verrez, à ce moment-là, on pourra encore les opérer, on pourra améliorer l'espérance de vie de ces patients. Le deuxième point important lorsqu'on parle de shunt, c'est la taille du shunt. Bien évidemment, un tout petit shunt fera beaucoup de bruit et n'embêtera en rien les patients jusqu'à leur mort. Et à contrario, des gros shunts vont exposer les patients à un hyperdébit pulmonaire, à une HTAP et nécessiter des prises en charge spécifiques. Et la troisième notion, je dirais que c'est la notion de temps. Et ce qui fait la complexité du shunt, c'est pas quelque chose de simple pour moi, parce que c'est quelque chose qui est dynamique. En effet, au départ, on peut avoir chez des enfants un shunt, alors je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, qui va donner un hyperdébit important
au niveau des artères pulmonaires, et au fur et à mesure, il va y avoir un shear stress qui va se faire sur les artères pulmonaires qui vont devenir plus épaissies, plus musculaires. Et ce qui va se passer, c'est que les résistances pulmonaires vont augmenter, si bien que le shunt va devenir de moins en moins important gauche-droit pour venir jusqu'à s'inverser. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger. Et là, on a raté notre travail, nous. Ça veut dire que les patients, ils ont une HTAP fixée, on ne peut plus les opérer. Donc il y a cette notion de temps et d'évolution qui est extrêmement importante. Et l'hypertension pulmonaire, pour nous, dans les cardiopathies congénitales, ça impacte beaucoup. Évidemment, syndrome d'Eisenmenger, c'est trop tard, on a raté le job. On peut avoir à l'âge adulte encore des patients avec une HTAP, avec de l'hyperdébit, et là il faut un avis spécialisé, un cathétérisme précis pour savoir si les patients sont encore opérables ou non. Et même, il faut garder en tête que des patients qui ont été opérés en étant enfants, même si c'est un petit peu tardivement à l'âge de l'adolescence, c'est extrêmement important de les suivre parce qu'il peut y avoir des hypertensions artérielles pulmonaires qui vont se développer plus tard, à 10, 15, 20 ans, d'où la nécessité d'avoir un suivi régulier de ces patients jusqu'à l'âge adulte. Je vais faire un petit détail quand même là-dessus parce que ça va impacter quand vous allez être interrogé tout à l'heure sur, sur les boucles d'écho. La différence entre un shunt pré-tricuspidien et un shunt post-tricuspidien, ici on a les cavités droites, ici on a les cavités gauches. La CIA qui est présente ici, qui est l'exemple typique d'un shunt pré-tricuspidien, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un shunt en diastole au niveau des cavités droites, remplissage plus important de l'oreillette droite, plus ventricule droite. Donc, le shunt pré-tricuspidien, ça va être un shunt qui va dilater les cavités droites, et la surcharge se faisant en diastole, le risque de shear stress au niveau des artères pulmonaires va être plus faible, et souvent on va être capable de voir des patients avec des CIA non opérés à l'âge adulte avec encore une possibilité de les prendre en charge. Les shunts post-tricuspidiens, par exemple, l'exemple typique de la CIV, le shunt va se faire à l'étage ici ventriculaire, valve ouverte en systole. Ce qui va se passer, c'est que le VD ne va être qu'un lieu de passage et pas de remplissage. Et ce qui va faire l'hyperdébit, ça va être au niveau des artères pulmonaires. Donc le retour veineux pulmonaire va être augmenté. Les cavités qui vont se dilater, ce sont les cavités gauches dans les shunts post-tricuspidiens. Et la notion que je vous disais entre la taille et les notions d'évolutivité en fonction du temps, on peut avoir des tout petits shunts qui n'embêteront personne. Ici, un shunt modéré qui va donner de l'hyperdébit avec une dilatation des cavités gauches. Des shunts qui vont donner avec le temps, au fur et à mesure, une augmentation des résistances pulmonaires, et à ce moment-là, le ventricule droit va commencer à se dilater, s'hypertrophier, jusqu'à arriver à un moment donné où le shunt va s'inverser, et à ce moment-là, les cavités gauches ne seront plus dilatées, ce seront les cavités droites qui seront dilatées. Donc nous, quand on va voir les patients à l'âge adulte, et vous, quand vous allez voir des patients à l'âge adulte, il y a plusieurs grands cadres. Il y aura le cadre des cardiopathies simples non réparées qui nécessiteront un avis spécialisé, celles qui seront réparées mais j'ai envie de dire un peu tard et qui peuvent être exposées au risque d'HTAP, et celles qui ont été réparées à temps qu'il faudra quand même suivre. Et ensuite, les cardiopathies complexes qui ne seront plus réparables, et celles qui ont été réparées avec un risque d'intervention minime ou un risque d'intervention certain. Tout ça pour dire que le suivi est important, et on ne parle pas que du cœur. Nous, en cardiopathie congénitale, il faut intégrer le patient sur une prise en charge globale, multidisciplinaire, et en fonction du moment où on va le voir, bien savoir les complications spécifiques à rechercher, ne pas oublier que certaines cardiopathies sont associées à des syndromes génétiques. Le rôle clé est avec vous, cardiologues de ville, pour pouvoir prendre en charge également les pathologies des adultes, des maladies athéromateuses et cardiopathies rythmiques, l'intégration de la grossesse, de la contraception et la vie au quotidien professionnel de ces patients. Donc ce qu'on attend beaucoup, nous, des cardios de ville, c'est parce qu'on a beaucoup de perdus de vue, ça c'est la réalité à La Réunion, c'est la réalité en métropole et encore plus à La Réunion, c'est de savoir déjà par l'interrogatoire des choses simples. Regardez un carnet de santé, vous n'y pensez pas forcément, mais le carnet de santé dans lequel on voit que c'est un patient qui a été opéré, n'hésitez pas, adressez-nous que
que ce soit au CHU Sud ou avec le docteur Jamal B, ou sinon, ou même les collègues qui sont de cardio-adultes, il y en a certains qui font du congénital, ou à Saint-Denis avec nous, c'est important de mettre des patients sur la filière, essayer de tout faire pour récupérer les comptes rendus opératoires parce que ça va nous guider sur les lésions résiduelles et les complications spécifiques à rechercher. Ne pas hésiter à bien examiner le patient s'il y a une cicatrice d'emblée orientée vers nous pour essayer de rechercher quelle a été cette cardiopathie congénitale. Et évidemment, s'il y a des syndromes associés, il y a une forte probabilité qu'il y ait une cardiopathie congénitale en dessous. Donc les bons réflexes, c'est le travail en commun ensemble, ne pas négliger la partie rythmologique avec des examens de base comme le CG, le Holter qui peuvent nécessiter d'orienter ensuite les patients. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec là les petits quiz pour vous sur les orientations diagnostiques que vous, en ville, vous pouvez éventuellement avoir pour les prises en charge de ces patients. Alors j'ai détaillé en deux cadres, le cadre des dilatations des cavités droites et la dilatation des cavités gauches. Alors j'espère qu'on aura le temps de tout faire, mais on va démarrer par la dilatation des cavités droites. Et je vous ai proposé cette petite dichotomie de prise en charge, et vous allez me dire un petit peu, vous, qu'est-ce que vous voyez sur cette première vidéo, la deuxième et la troisième. À vous de jouer. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre la boucle numéro 1 et la boucle numéro 2? Et si oui, quelle est la différence? Là, le VD est dilaté dans les deux, il y a un septum paradoxal, mais après... le VD dans la deuxième boucle a l'air un peu plus épais. Exactement. Donc, ce qu'on a ici, c'est une surcharge de volume avec une surcharge en diastole qui se fait, avec l'aplatissement du septum qui se fait en diastole, tandis qu'ici, on va avoir un aplatissement qui se fait en systole. Donc, c'est une surcharge de pression, une surcharge barométrique. Et ici, on a plutôt une maladie du muscle cardiaque. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer de raisonner quand on a une dilatation des cavités droites. Est-ce qu'on a une surcharge en diastole? Est-ce qu'on a une surcharge systolique? Est-ce que c'est plutôt une cardiopathie du VD? Alors, les réflexes que vous avez, les adultes, quand on a une cardiopathie avec une surcharge diastolique, vous pensez souvent à la valve tricuspide, avec une fuite tricuspide post-chirurgicale, post-rhumatismale, résiduelle, iatrogène, carcinoïde, ou une fuite pulmonaire. Mais nous, les congénitaux, on va penser à ça, et je vais laisser défiler les boucles, vous allez mettre un petit peu en tête, je vais vous faire 4 propositions et vous allez me dire à quoi ça correspond pour vous. Donc une vue petit axe avec de la couleur. Alors ça, c'est une vue orthotopique, nous on s'inverse souvent, ça nous permet d'avoir l'oreillette gauche à gauche, l'oreillette droite à droite. Deuxième boucle. Donc ça vous parle, c'est une vue classique, petit axe. Troisième boucle. Donc on est là sur une vue 4 cavités. Dilatation de la cavité du ventricule située ici, à droite. Ok. Quatrième boucle. Ah, dommage. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous. Non. Voilà, là c'est mieux. Alors déjà, sans les propositions, est-ce qu'il y a déjà des idées ou est-ce que je vous mets déjà les indices? En haut à gauche, il y avait une CIA et en bas à droite, c'est un Epstein. Ouais. Ensuite. Donc en bas à gauche, qui dit quoi? En bas à gauche, un canal artériel persistant. Ok. Et ici? Allez, proposition. Donc, insuffisance pulmonaire libre, RVPA supérieur, maladie d'Epstein, CIA, ostium secondum. Alors, la 1. CIA. Ok, la 2. RVPAP supérieur. Ah oui, RVPA supérieur. Ouais. Insuffisance pulmonaire. Ici, on a une valve pulmonaire. Ce qu'on voit, c'est qu'en diastole, il y a un gros flux rouge. Donc il y a une fuite pulmonaire qui est libre. Alors si on voulait vraiment être jusqu'au boutiste, si on voulait dire libre, si on faisait un Doppler continu dessus, on aurait une égalisation des pressions avec un flux qui tomberait à 0. Laminaire, oui.
Ensuite, en bas, ça vous a parlé tout de suite, maladie d'Epstein, avec un décalage mitro-tricuspidien qui va être important, avec un défaut d'accollement au niveau du feuillet septal de la tricuspide. Et le RVPA, il était ici. Alors ça, c'est une vue suprasternale. Vous avez un peu moins l'habitude de la faire, c'est curseur à 3 heures. À ce moment-là, ce qu'on voit ici, c'est veine jugulaire, tronc veineux innominé qui rejoint la jugulaire droite ici pour donner la veine cave supérieure droite là. L'aorte qui est ici et qui passe en arrière, c'est l'artère pulmonaire droite. Et ce qu'on voit au départ, ce qu'on ne doit pas voir, c'est ce flux rouge là qui remonte. Donc ça veut dire qu'il y a une communication qui se fait, c'est la veine pulmonaire supérieure gauche sous la forme d'une veine verticale qui rejoint le TVI. Et je vous ai mis quand même ce cas parce que c'est les 2 cas de shunt pré-tricuspidien que vous verrez et qui seraient encore opérables à l'âge adulte. Donc c'est pour ça que je les ai mis. Mais oui. Et donc les CIA, on ne va pas détailler. Ce qu'on voyait ici, c'était vraiment la veine verticale qui remonte dans le tronc veineux innominé ici. Donc nos réflexes, nous, c'est shunt pré-tricuspidien, CIA et RVPA. Les rares shunts post-tricuspidiens avec une surcharge en diastole, mais on ne va pas en parler. Sur la fuite tricuspide, la maladie d'Epstein, et la fuite pulmonaire qui peut être post-caté ou post-opérateur dans une tétralogie de Fallot. Bon, je passe un peu parce qu'a priori, le temps est court. Pour les surcharges systoliques, vous, les adultes, vous avez beaucoup pensé à l'EP aiguë massive ou à l'HTAP, soit sur cardiopathie du cœur gauche, l'HTAP idiopathique ou autre cause. Nous, sur les surcharges systoliques du VD, je vais vous montrer quelques boucles. La deuxième. Je vais mettre direct les propositions, hein, comme ça, on va avancer un peu. Hop, ici, dilatation des cavités. Allez, les propositions. Donc, VD double chambre, syndrome d'Eisenmenger, tétralogie de Fallot, Senning. Alors, le 1. Fallot, effectivement, vue petit axe, CIV. Alors, ce qu'on voyait en grand axe, d'extroposition de l'aorte, CIV, déviation du septum conal, voie de sortie pulmonaire qui est accélérée, signe typique de la tétralogie de Fallot non opérée. Ici, pour vous, Eisenmenger, CIV, avec un shunt qui va être bidirectionnel, mais droit-gauche prédominant, le shunt plutôt bleu. Et on voit que le VD est dilaté, hypertrophié, avec une fuite tricuspide qui apparaît. Troisième, donc c'est le Senning. Senning, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un switch à l'étage atrial, et donc ce ventricule qui est ici, qui est situé à droite, est en communication avec un gros vaisseau qui est l'aorte, donc il est soumis à des pressions systémiques. C'est pour ça qu'il y a une dilatation des cavités droites qui se font. Les plus observateurs auront vu ici, il y a une sonde de pacemaker parce que ces switches atriaux sont souvent associés à des cardiopathies rythmiques, des troubles conductifs. Et ici, le ventricule droit double chambre, où on voit ici, c'est un ventricule droit qui est divisé, qui est hypertrophié, avec une sténose médio-ventriculaire qui va être ici, qu'on va mieux voir en couleur. Donc sur les surcharges, alors je vais passer ici, les surcharges systoliques, alors évidemment pensez au syndrome d'Eisenmenger, aux HTAP avec les shunts gauche-droit prédominants, les HTAP après correction complète, on en a parlé tout à l'heure, rechercher les obstacles de la voie de sortie droite, que ce soit infundibulaire, valvulaire, supravalvulaire, les sténoses périphériques des AP, le ventricule droit double chambre, les obstacles droits avec shunt, comme les tétralogies de Fallot et les atrésies pulmonaires, et puis les VD systémiques en position droite, notamment dans les switches au niveau de l'étage atrial. Dernière slide, les cardiomyopathies du VD. Donc ça, vous pensez beaucoup plus que nous, c'est plus fréquent chez les adultes, l'infarctus du VD, la DAVD, la cardiopathie rythmique, les interdépendances VG-VD. Donc ne pas oublier qu'une défaillance VG
pourra retentir sur le ventricule droit et à l'inverse également, une défaillance VD pourra retentir sur le ventricule gauche et avoir une défaillance. Nous, en cardiopathie congénitale, la seule chose de plus qu'on pourrait rajouter, ce qui est très rare, qu'on appelle l'anomalie d'Hull ou le ventricule droit papyracé, où en fait il n'y a plus de muscles, c'est vraiment une poche qui se met en place et en général les patients décèdent assez rapidement et si on les voit à l'âge adulte, c'est qu'on a réussi à mettre en place une chirurgie palliative avec des dérivations cavo-pulmonaires. Voilà, je vais terminer parce que le temps est court.